Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la seconde moitié du 19e siècle, alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Monsieur Benjamin Cates possédait une petite ferme près de Kittery, dans le Maine, où il vivait avec sa femme, Mary, et leur fille Marthe. Benjamin et Mary avaient tous deux grandi à Kittery. Peu après leur mariage, ils déménagèrent à Boston, où Monsieur Cates travailla chez le fabricant de meubles F. M. Holmes, touchant un salaire correct. Le couple est resté à Boston pendant environ 11 ans, et durant cette période, ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. Malheureusement, le garçon était souvent malade, et il est décédé très jeune alors qu'ils étaient à Boston. La santé de Monsieur Cates s'est détériorée à cause de la poussière au travail, aggravant ses poumons et son état. Sa maladie a finalement forcé la famille à retourner à Kittery. Ils ont acheté une ferme d'environ 20 acres et y ont vécu plusieurs années sans événements notables. Avec le temps, cependant, le mariage s'est détérioré et les relations entre Monsieur et Madame Cates sont devenues de plus en plus tendues. À la fin des années 1870, la santé de Monsieur Cates s'était beaucoup détériorée, ce qui a encore éloigné le couple. Madame Cates ignorait son mari et refusait de le voir ou de s'occuper de lui durant sa maladie. Finalement, elle a dormi ailleurs dans la maison, tandis que voisins et connaissances réalisaient l'étendue de sa négligence. La communauté disait qu'elle avait tenté 2 fois d'empoisonner sa nourriture. Monsieur Cates était si méfiant envers sa femme qu'il refusait de manger sans qu'elle goûte d'abord. En septembre 1881, Monsieur Cates, dépassé par la ferme, engagea Monsieur Thomas Burroughs pour l'aider. Monsieur Barrows s'est vite montré diligent et compétent, prenant aussi en charge les soins quotidiens de Monsieur Cates, en plus des tâches agricoles. En plus de s'occuper des tâches, le fermier malade ne pouvait plus s'occuper de lui-même. Monsieur Barrows est toujours resté attentif à Monsieur Cates et était présent lors de son décès le 17 décembre 1882. Madame Cates, en revanche, s'était complètement retirée. Et la nuit où son mari est décédé, elle ne s'est même pas inquiétée de son état, alors qu'elle savait qu'il ne survivrait pas jusqu'au matin. Au cours des mois suivants, Thomas Burroughs a continué d'aider Madame Cates à la ferme. On le décrivait comme un homme de grande qualité, honnête, travailleur et fiable. On savait qu'il commençait à travailler tôt et il lui arrivait parfois de quitter la maison à 2 heures du matin pour pouvoir se rendre à Portsmouth avec les produits de la ferme à vendre. Son dévouement a permis à Madame Cates de rembourser une grande partie de l'hypothèque qu'elle avait sur la propriété. Pour certains, à Kittery, Monsieur Thomas Burroughs paraissait assez énigmatique. Il était relativement nouveau dans la ville, avec un passé qui semblait lointain et mal défini. Cependant, il ne cherchait pas à cacher son histoire. Il est né dans le comté anglais de Cheshire en 1809 et avait émigré au Canada après la mort de sa femme. Il y avait vécu des années avant de partir aux États-Unis vers 1875. Il avait passé du temps dans le Vermont, à Boston et à New York, et était arrivé à Kittery en 1880. Cependant, il était également connu pour avoir un tempérament instable et, parfois, son comportement devenait assez violent. Lors d'une de ces crises, il a sorti un revolver et a tiré sur Madame Cates, puis a braqué l'arme sur sa fille, croyant les avoir toutes les 2 tuées. Il a essayé de se tirer dessus, mais l'arme s'est enrayée. Personne n'a été tué. Les balles ont seulement effleuré Madame Cates, mais sa chute lui a cassé une jambe. Monsieur Barrows a été arrêté peu de temps après, puis emmené à la prison d'Alfred. Il y est resté environ 60 jours, mais Madame Cates a refusé de témoigner contre lui au tribunal et il a ensuite été libéré. Après cela, Monsieur Barrows a demandé Madame Cates en mariage. Au début, elle était réticente, préférant qu'il reste à son service plutôt que de devenir son mari, mais vers la fin de 1882, elle a accepté de l'épouser. On ignore si elle a consenti par affection ou nécessité, mais beaucoup pensaient que ce mariage était de convenance. Monsieur Barrows était essentiel à la ferme, travaillant sans relâche pour la garder productive. Madame Cates aurait eu du mal à gérer seule la propriété. Cependant, Madame Mary Cates, désormais Madame Mary Burroughs, découvrit bientôt que son second mariage était presque aussi malheureux que le premier. Toute attente de confort et de stabilité disparut rapidement, et le foyer fut de nouveau marqué par la tension et l'insatisfaction. Avec le temps, Monsieur Barrows devint de plus en plus jaloux et méfiant, et sa rancœur s'étendit bientôt à toute personne qui venait à la maison. Sa plus grande hostilité était dirigée contre Monsieur Oscar Blanet, le fiancé de la ferme de Madame Burroughs, Martha. Monsieur Blanet était largement connu comme un jeune homme d'excellente réputation.
Pourtant, pour des raisons jamais clairement expliquées, M. Barrows conçut une aversion intense à son égard. Il saisissait chaque occasion pour insulter et rabaisser. Le jeune homme lui interdit d'entrer et ordonna à sa belle-fille de couper tout contact. La tension a dégénéré en violence, culminant par une altercation physique entre les deux hommes à l'église qu'il fréquentait. En conséquence, M. Blanet était désormais obligé de rencontrer la jeune femme ailleurs, soit chez son grand-père, soit dans d'autres endroits. Ils étaient d'accord ? Malgré l'opposition constante de M. Burroughs et ses tentatives de les séparer, leur relation a persisté. Et environ 9 mois plus tard, le couple s'est marié et s'est installé dans une petite ferme d'environ 40 acres, à environ 2,5 km de la résidence des Burroughs. On pensait que l'antipathie de M. Barrows envers M. Blanet venait de questions de propriété. Si M. Barrows survivait à sa femme, la ferme irait à la fille de Mme Barrows, laissant M. Barrows sans droit. On disait qu'il avait pressé sa femme de lui céder la propriété, mais qu'elle avait refusé de le faire. Madame Barrows avait confié à sa fille et son gendre ses relations difficiles et se plaignait fréquemment du traitement de son mari. Amis et voisins l'avaient tous entendu dire qu'elle souhaitait qu'il lui arrive quelque chose ou qu'il disparaisse complètement de sa vie. Le mercredi 14 novembre 1883, M. Thomas Barrows se rendit à Portsmouth pour affaires, comme il le faisait souvent. Il rentra chez lui à Kittery vers 8 heures du soir et peu de temps après son arrivée, des coups de feu furent entendus aux abords de sa maison. Après cela, Mme Mary Burroughs et son gendre, M. Oscar Blanet, coururent chez les voisins pour demander de l'aide, affirmant que M. Barrows s'était tiré une balle. Lorsque les personnes présentes arrivèrent sur les lieux, elles trouvèrent M. Barrows allongé sans vie sur son lit et il était évident pour tous qu'il était mort. Mme Barrows était dans un état de grande émotion et raconta aux personnes présentes qu'aux environs de 20h25, elle avait entendu des coups de feu près de la grange. Elle déclara s'être précipitée dans la chambre, regardant par la fenêtre son mari se tirer dessus avec un revolver. D'une voix tremblante, elle déclara cela. Après quelques coups de feu, sa lanterne s'est éteinte et il est tombé au sol. Mais il a réussi à ramper de la cour jusqu'à la maison et à se glisser dans son lit, où il est mort, sans prononcer un mot. Elle a dit qu'après cela, elle s'est précipitée chez sa fille et a demandé à son gendre de venir immédiatement. Quand ils sont revenus et ont confirmé qu'il était effectivement mort, ils se sont précipités dehors pour demander de l'aide aux voisins. Comme M. Barrows était connu pour se comporter étrangement par moments, beaucoup de gens à Kittery étaient enclins à croire qu'il s'était donné la mort. Pendant un moment de trouble mental, ses funérailles ont eu lieu sans délai et son corps a été enterré. Pourtant, des doutes commencèrent bientôt à circuler parmi ceux qui connaissaient bien la famille. Un certain nombre de voisins, conscients de l'état malheureux du mariage, se demandèrent si un homme souffrant de blessures par balle aussi graves aurait pu ramper sur une telle distance et se hisser sur le lit. Sans aide, ces doutes refusèrent de s'estomper. Les gens s'interrogeaient sur l'absence d'enquête officielle, alors le coroner fit exhumer le corps. Afin qu'une autopsie ait lieu, l'autopsie a été réalisée par le docteur Potter et a révélé 5 blessures par balle. 3 étaient mineures, une dans le mollet droit, une effleurant le bord extérieur de la hanche gauche et une effleurant la jambe droite. La 4e avait fracturé la hanche droite, la 5e s'était logée dans le cerveau après avoir effleuré le bras droit. Comme si M. Burroughs avait levé la main pour protéger son visage. Le docteur Potter a conclu qu'il était impossible qu'un homme se cause lui-même de telles blessures, ou ramper de la grange à la maison puis monter seul dans son lit. À son avis, la fusillade a dû avoir lieu à l'intérieur de la maison, M. Barrows étant soit assis, soit allongé sur son lit. Suite à cela, le procureur Higgins High, le shérif Getchell et le shérif adjoint Beecham ont pris en charge l'affaire. Les conclusions du docteur Potter ont été présentées à Mme Barrows et les incohérences dans son récit lui ont été signalées. Mais elle a insisté que sa version des faits cette nuit-là était vraie. Lorsque la police a interrogé le gendre de Mme Barrows, Oscar Blanet, il a raconté une histoire similaire. Il a dit qu'il ne savait rien jusqu'à ce que Mme Barrows l'appelle, disant que M. Barrows s'était tiré une balle. Ses voisins ont aussi confirmé qu'il n'avait pas quitté la maison, ce soir-là, avant d'être appelé par Mme Barrows. Les autorités locales ont continué à essayer de démêler ce qui s'était passé cette nuit-là, mais ont fait peu de progrès. Le procureur Higgins a finalement télégraphié à la police de Boston pour demander de l'aide. Des détectives sont rapidement arrivés à Kittery pour poursuivre l'enquête. Et lorsqu'ils ont interrogé Mme Burroughs, elle a répété l'histoire qu'elle avait déjà racontée. Mais, point crucial, elle a ajouté maintenant quelques informations supplémentaires. Elle a affirmé avoir entendu des coups de feu près de l'écurie. Alors elle est allée dans sa chambre et a regardé par la fenêtre où elle a vu son mari allongé par terre.
Et après cela, elle est immédiatement allée dans le hall d'entrée, a quitté la maison et a marché le long de la route jusqu'à ce qu'elle atteigne la maison de son gendre. Elle a dit l'avoir trouvé près du feu, venant d'enlever ses chaussures, et l'a invité chez elle. Elle a dit qu'en route, elle lui avait raconté que son mari s'était tiré dessus et était en mauvais état. À leur arrivée, son gendre est entré dans la chambre de son mari, assis sur son lit. À cause de leur rancœur, son gendre a tiré 2 fois de plus sur son mari, qui est alors mort. Le lendemain matin, Madame Burroughs a été emmenée chez Monsieur Blanet, où le détective Wood a parlé au jeune homme. Après quelques questions, il s'est effondré et a caché son visage. Quand on lui a demandé si l'histoire de Madame Barrow était vraie, il a essuyé ses larmes et répondu d'une voix tremblante « Je suppose que la plupart l'est ». Il a ensuite donné un récit détaillé de la tragédie. Monsieur Blanet décrivit longuement ses conflits avec son beau-père, affirmant qu'il avait souvent tenté de l'empêcher d'entrer chez lui. Il parla de leurs disputes constantes et de ce qu'il croyait être le désir de Madame Barrows de se débarrasser de son mari. Il déclara que ce soir-là, il avait finalement décidé de l'écarter définitivement. Il expliqua au détective que le samedi avant le meurtre, il était allé à Dover, New Hampshire, pour acheter un revolver à double action 5 coups. Il acheta une cartouche, puis 6 autres plus tard au magasin Wendell à Portsmouth, soit 7 au total. Puis, l'après-midi du meurtre, alors qu'il rentrait chez lui, il rencontra son beau-père sur le pont, mais Monsieur Burroughs ne le reconnut pas, ce qui le blessa profondément. Il a dit que le 14 novembre, il s'est dirigé vers la maison de sa belle-mère et a tiré un coup pour tester si le revolver fonctionnait. Monsieur Blanet a déclaré s'être caché près de la grange et avoir tiré sur Monsieur Burroughs lorsqu'il est sorti nourrir les animaux avec une lanterne. Il a dit qu'ensuite Monsieur Barrows a laissé tomber la lanterne, qui s'est éteinte, et que, maintenant terrifié, il a lui-même laissé tomber le revolver et s'est enfui chez lui. Il a précisé que quand sa belle-mère est venue le chercher, il est rentré chez elle, a fouillé l'herbe et a retrouvé le pistolet. Maintenant, il semble très bouleversé. Il a dit avoir rechargé 2 cartouches de plus, être entré dans la maison et avoir vu Monsieur Barrows près du lit, gémissant de douleur. Il a dit que Monsieur Barrows l'a regardé et a dit « Oscar, je crois que je vais bientôt partir ». Oscar a répondu « Ton heure est venue maintenant ». Et il a tiré ensuite. Il a dit au détective que la balle avait brisé la hanche de Monsieur Barrows, alors que l'homme blessé levait le bras pour protéger son visage. Il a tiré de nouveau, cette fois la balle a traversé l'avant-bras et est entrée dans son cerveau, le tuant sur le coup. Quand les détectives ont demandé ce qu'il a fait après, il a dit être sorti par l'arrière et avoir jeté le revolver sous l'abri, là où il l'avait d'abord caché. Ensuite, lui et Madame Barrows ont prévenu les voisins, leur disant que Monsieur Barrows s'était tiré une balle. Après cet aveu, la police a inculpé Oscar Blanet pour avoir tiré sur Monsieur Barrows avec intention de le tuer et Madame Barrows pour complicité. Avant et après les faits. Avant le procès, la communauté était animée par de nombreuses discussions et spéculations sur les révélations attendues lors des audiences. Le procès s'est ouvert le mardi 29 janvier 1884 et l'avocat de Madame Burroughs a demandé au juge d'organiser un procès séparé, mais la demande a été refusée. Madame Burroughs et Monsieur Blanet ont plaidé non coupables. Les témoins incluaient des proches de Thomas Burroughs et ceux l'ayant vu rentrer le 14 novembre, des voisins ayant vu le corps après la fusillade et le personnel ayant vendu l'arme et les cartouches. Les docteurs Potter et Gordon ont tous deux affirmé que, selon eux, la blessure mortelle de Monsieur Barrows ne pouvait pas être auto-infligée et qu'une autre personne lui avait tiré dessus. Madame Burroughs a maintenu son innocence malgré l'implication d'Oscar Blanet dans sa déposition. Mais son insistance sur son innocence a vacillé quand son gendre a plaidé coupable. Le caractère du jeune homme a été présenté au tribunal. Il a été précisé que Monsieur Oscar Blanet était le fils adoptif de Monsieur Frank Blanet, que son père biologique, Monsieur James Forrester, avait travaillé au chantier naval de Kittery et souffrait de troubles mentaux, tandis que la mère d'Oscar était décédée. Alors qu'il était très jeune, il a donc été accueilli dans la famille Blanet et considéré comme leur propre enfant. Avant de mourir, Madame Blanet avait demandé à son mari de léguer la propriété familiale à Oscar, ce qu'il fit lorsque celui-ci épousa Mademoiselle Cates. Le tribunal a également appris que les relations entre Monsieur Blanet et son beau-père, Monsieur Thomas Burroughs, étaient tendues depuis longtemps. Leur hostilité s'était déjà manifestée par une altercation publique et honteuse, seulement quelques semaines avant la mort de Monsieur Burroughs. Monsieur Burroughs aurait dit que la maison était trop petite pour eux. Il avait exigé que sa femme choisisse entre lui, sa fille et son gendre.
Ce conflit familial non résolu à la mort de M. Brooks a été présenté au tribunal comme une source majeure de tensions liées au meurtre. M. Drew, représentant Mme Brooks, a affirmé qu'aucune preuve n'indiquait qu'elle avait tiré sur son mari ni conspiré pour que son gendre le fasse. Il a rappelé au tribunal que M. Brooks avait déjà tenté de tirer sur sa femme et sa belle-fille avant de se retourner l'arme contre lui. Le revolver avait raté lors de cette occasion. Compte tenu de ses antécédents, M. Drew a soutenu qu'il était tout à fait possible que M. Brooks ait de nouveau tenté de mettre fin à ses jours. Même si M. Blaney avait tiré, il affirme que l'acte aurait été commis sans que Mme Brooks le sache, l'encourage ou y consente. Cependant, l'accusation a présenté une interprétation des événements très différente. Ils ont affirmé que Mary Brooks était la principale responsable du crime. Planifiant soigneusement la fusillade et exerçant son influence sur son gendre, Monsieur Oscar Blaney, qu'ils affirmaient qu'elle avait manipulé pour commettre cet acte terrible. L'accusation affirme que cela visait à faire porter toute la responsabilité du crime à Monsieur Blaney, tandis qu'elle-même restait en arrière-plan, à l'abri de tout reproche. Le procès a duré 6 jours, et après 4 heures de délibération, le jury a déclaré coupable de meurtre Madame Mary Brooks et Monsieur Oscar Blaney, et le juge les a condamnés à mort. Les semaines suivantes, l'affaire est restée au centre de l'attention et les procédures judiciaires ont continué avec des peines contestées en appel. Finalement, le mercredi 25 novembre 1885, la peine de M. Oscar Blaney a été commuée en emprisonnement à perpétuité. En avril suivant, la peine de Mary Burroughs a aussi été commuée, tandis que Blaney et Burroughs purgèrent leur peine. La tragédie a continué de frapper la famille lorsque le vendredi 11 mai 1888, Madame Martha Blaney, la fille de Madame Burroughs et l'épouse d'Oscar Blaney, est décédée de la tuberculose. Oscar Blaney est resté enfermé dans la prison d'État jusqu'au mercredi 18 septembre 1895 lorsqu'il s'est donné la mort dans sa cellule, mettant ainsi fin à un chapitre sombre et troublé de l'affaire. Madame Burroughs a vécu de nombreuses années de plus. Le vendredi 3 novembre 1916, elle est décédée à la prison d'État de Thomaston à l'âge de 74 ans. Bonjour à tous et merci pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.